Salut les Smarts et salut les Marks et bienvenue sur Catch Up, votre podcast qui transpire le catch. Watashi wa Amira Lambaldes et donc aujourd'hui, comme vous l'avez compris, on va pas parler catch américain au WWE, mais on va parler effectivement catch japonais, New Japan Pro Wrestling, et pour ça évidemment le spécialiste en la matière de l'équipe Catch Up, Konnichiwa Ringside Sensei, Genki desu ka? Genki desu, mon bon amiral. Et bonjour à tous les amis. Et oui. On est chaud, on est bouillant. On est chaud et bouillant, comme on vous l'avait dit, hein. Donc une vidéo où on va vous parler, un podcast où on va parler de toute la carte de Wrestle Kingdom 12 qui se tiendra donc le 4 janvier au Tokyo Dome, le second show de catch le plus important au monde après WrestleMania. Donc si jamais vous n'avez pas vu notre première vidéo ou entendu notre premier podcast sur New Japan et que vous ne connaissez pas comment ça marche, c'est quoi la différence avec le catch américain, quelles sont les factions, quelles sont les ceintures et les champions, tout ça, il est toujours temps d'aller l'écouter ou la regarder pour avoir toutes les clés pour comprendre comment ça se passe du côté de nos amis nippons. Et là, on va parler donc de toute la carte de Wrestle Kingdom 12. On va la passer en revue. Et donc, le premier match qui est annoncé, c'est un match qui sera peut-être le moins intéressant, parce que tu me disais la dernière fois qu'ils ne savent pas très bien comment faire ça du côté du Japon. C'est un gros Rumble bordélique, c'est bien ça? C'est ça, un bon gros Rumble des familles, mais alors par contre effectivement au Japon, ça ils savent pas trop faire. Donc c'est un Rumble où pour être éliminé, soit on passe par-dessus la troisième corde, soit on fait un tombé. Donc déjà c'est un petit peu spécifique. Et puis bon, vous aurez que les gens du bas de la carte et des légendes qui vont y participer. Ça va être beaucoup de comédie wrestling, du catch approximatif avec les gens qui sont à la retraite, qui vont pas faire des choses formidables, faut pas rêver. L'année dernière, c'est Michael Elgin qui l'avait gagné. Il était entré en premier, il était resté tout du long et c'était lui le vainqueur pour son retour après une longue blessure. Cette année, toutes les portes sont ouvertes pour le gagnant. Voilà, faudra pas vous étonner si c'est vraiment d'une qualité très très basse. Ne partez pas tout de suite si vous tombez dessus. Attendez, ça c'est pour le fun, c'est vraiment l'entrée, l'apéritif, les amuse-gueules, on va dire. Ok, et du coup, qu'est-ce qui gagne le gagnant du Rumble à New Japan? Petit peu d'exposition, cool. Mais pas grand-chose. Non, c'est vraiment, ça a très peu d'intérêt. Pour la suite de la carrière, il n'y a pas de trophée André le géant ou quoi que ce soit. Il a le droit à un petit moment, on fait des photos avec lui. De toute façon, c'est vraiment pré-show, kick-off, c'est pour tester les cordes, on va dire. D'accord, très bien. Bon, écoute, parfait. Et écoute, voilà, c'est vrai que le Japan, ils ont plutôt l'habitude de donner des opportunités de championnat après des grands tournois. C'est pas avec un seul match, style Money in the Bank ou Royal Rumble, qui donne des title shots pour les titres majeurs. Donc ouais, effectivement, on verra ce que nous réserve ce Rumble. Après, en rentrant... Leur spécialité, c'est le 1 contre 1. C'est ça la spécialité de la New Japan. Tout ce qui est un peu truc à gimmick. On verra ce soir qu'il y a un match important qui aura une stipulation spéciale, ce qui est assez rare. Ouais. Mais leur spécialité, c'est l'affrontement pur 1 contre 1. Avec des règles standards, ce qui là quelque chose comme le Rumble, même si ça fait plusieurs fois qu'ils le font, c'est pas quelque chose qu'ils savent faire, c'est pas quelque chose où ils sont très forts, c'est pas si facile que ça à faire apparemment. Un bon Rumble, on critique souvent la WWE là-dessus, mais faut pas croire que c'est si simple que ça. Ok, très bien. On verra ça en apéritif donc, et le premier match un peu plus sérieux qu'on aura, donc ça sera un match pour les tag team junior, puisqu'on en a parlé, il y a les juniors et les heavyweight, donc là les tag team juniors qui se verra affronter deux équipes, donc les Roppongi Frikei, donc qui sont les champions contre du coup ni plus ni moins que Nick et Matt Jackson, les Young Bucks. Ouais, et là on rentre dans le sérieux tout de suite, là ça va envoyer du lourd. Roppongi Frikei, donc qui reviennent de leur excursion à travers le monde, les Young Lions. Donc en quelque sorte des rookies, mais alors des rookies qui sont maintenant passés à un stade technique vraiment supérieur. Ils ont gagné les ceintures le premier soir où ils sont venus contre rien moins que Taguchi et Ricochet. Le grand Ricochet, le meilleur high flyer peut-être du monde. Ils ont enchaîné en gagnant le tournoi Tag Team Junior
dans la foulée. Donc là, ils ont frappé très fort et ils sont très très spectaculaires dans le ring, à la fois technique. Là, on voit tous les bienfaits de l'entraînement de la New Japan. Là, ça porte ses fruits sur ces deux catcheurs-là, Cho et Yo, hein, qui s'appellent, managés par Rocky Romero, l'ancien acolyte de Trent Barreta dans l'équipe Roppongi Vice originelle. Là, c'est la nouvelle version pour le 3e millénaire, Roppongi 3K. Et en phase 2, tout simplement les Young Bucks, donc quelque chose comme la meilleure équipe du monde, à peu de choses près. Les leaders de l'élite, The Elite, du Bullet Club, qui font toujours des performances incroyables. Souvent, d'ailleurs, au Wrestle Kingdom, ils assurent le show comme rarement dans l'année. Je crois qu'ils ont gagné ça dans un freeway. Alors attends voir. C'était à la Ring of Honor Final Battle avec Hangman Page. Ils ont gagné contre les Best Friends qui étaient avec Flip Gordon. Donc ils sortent d'une victoire à la Ring of Honor pour les ceintures en trio de la Ring of Honor. Et donc ça va être coton de choisir un gagnant. Je vois mal les Roppongi Friquet perdre tout de suite. On aime bien faire gagner quand même les Japonais sur le Wrestle Kingdom. Maintenant ça risque d'être un match assez spectaculaire. Ça va sûrement aller à 100 à l'heure dans tous les sens. Les Young Bucks ils sont en feu actuellement. C'est quand même un peu l'équipe à suivre. Ça sera un peu, on peut l'attendre comme souvent leur match, un spot fest, hein, surtout vu l'athlétisme des jeunes japonais, ça risque d'être assez virevoltant. C'est un peu finalement comme tu disais les juniors, ce côté cruiserweight division. Hein, on a des gens très voltige, donc voilà, super kick party et autres Meltzer driver. Spot fest, c'est ça. Spot Monkeys, Meltzer Driver, Indie Taker, la totale. Alors ça risque peut-être d'être pas très long, mais on risque, on va en avoir, je pense, pour notre argent sur ce match-là. Ça va tout de suite commencer très fort, je pense. Ok, écoute, ça sera un bon opener après ce presque pre-show du gros Rumble. Ce qui suit derrière, un match par équipe, mais pas des 2 contre 2, mais des 3 contre 3, hein, puisque donc c'est le Never Openweight Tag Team Champion par équipe de 3. Donc là on aura plein de gens. Donc les actuels champions c'est le Bullet Club, donc avec les Guerrillas of Destiny, hein, les frères Tamatonga et Tangaloa avec le géant Bad Luck Fale. Et donc en face ils ont des gens, donc des Taguchi Japan, hein, on a Yusuke Taguchi, Juice Robinson, Toji Makabe, on a aussi le Suzuki Gun, hein, avec notamment le dernier arrivé Zack Sabre Jr. qu'on avait pu voir dans le Cruiserweight classique, contre aussi l'équipe de Beretta, Toruyano et Tomohiro Ishii. Donc du coup 4 équipes annoncées pour cette ceinture, mais du coup Suzuki Gun ils sont pleins, non? Je regarde sur le site de la New Japan en même temps la carte et je vois ils sont 6 annoncés pour Suzuki Gun, donc je sais pas comment ils vont gérer ce bordel. 2 équipes de 3, c'est ça? Je me disais qu'il y avait du monde. Le Suzuki Gun, ils sont nombreux, hein, mine de rien. Et puis c'est un peu leur place là dans les trucs trio. Il y a aussi War Machine et Michael Elgin, non, normalement, qui sont dedans. Ouais, tout à fait. Si je dis pas une erreur. Ils sont sur le site en tout cas, ouais. Ouais. Alors Michael Elgin qui est dans la tourmente en ce moment, suite à une histoire où il aurait couvert une agression sexuelle sur une fan par un de ses élèves dans un tournoi. Alors il a dû vendre sa fédération de catch indépendante. Il a été supprimé de pas mal de bookings, mais apparemment la New Japan ça pose pas trop de problèmes. Et il est en équipe avec War Machine. Il y avait eu un petit scandale justement après le fait que l'affaire avait été révélée. Ils étaient en tag team dans un match et Raymond Rowie là de War Machine avait, en sortant à la fin du match, passant sous l'équivalent du Titantron, avait lâché à la caméra un fuck Michael Elgin.
Donc tout le monde pensait Sympa. que c'était pour condamner le Michael Elgin, mais c'était surtout, je pense, pour teaser un affrontement quelques jours plus tard. Puisque là on les revoit, ils font équipe quoi, donc je pense qu'il n'y a pas trop d'animosité non plus. Voilà, pas mal de soucis pour Elgin. Je suis pas sûr qu'il mérite tout ce qui lui tombe dessus, mais en tout cas au niveau de la New Japan, il a pas perdu ses bookings. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors les Blue Bullet Club. Ouais. Qui a récupéré les ceintures là il y a quelques jours, hein. Il y a 2 ou 3 jours. Oui, puisque dans juste la avant, road c'était Los Ingorbenables des Rapon, Bushi, Sanada et Evil qui les avaient, c'est ça? C'est ça, exactement. Mais eux, alors, donc il y a Sanada et Evil qui ont gagné le tournoi tag team classique. Et donc ils se retrouvent dans un title shot un peu plus tard dans le show. Et entre-temps, donc, ils ont perdu les ceintures trio. Comme je vous avais dit, ça change souvent, hein, les titulaires des ceintures là. Il se peut qu'il y ait un changement encore là au Wrestle Kingdom. Alors c'est open, hein, vous pouvez mettre n'importe qui comme gagnant. Ça va sûrement être un beau bordel organisé. Tout le monde va faire ses gros moves. Il y en aura peut-être 2 ou 3 qui n'auront pas l'occasion de briller dans le bordel. Mais ça, c'est quelque chose qui se sait faire peut-être mieux que la WWE, des gros bordels organisés comme ça, la New Japan. Mais là, il y a vraiment beaucoup de monde. Donc, ça risque d'être un sacré souk. En plus, il y a le Suzuki Gun dedans qui aime bien aller à l'extérieur du ring. Ouais. Le bordel un peu partout, donner des coups de chaise et des trucs comme ça. Donc voilà, je pense qu'on va être sur un gros bordel organisé et quelque part, peu importe le gagnant. C'est surtout pour mettre le plus de monde sur la carte, hein, je pense, cet affrontement là. En plus, le Rumble qui va forcément impliquer quand même tous ceux qui ont rien à faire ce soir là. Quand on regarde la carte comme ça et l'annonce sur leur site, on peut se dire que bon, Suzuki Gun a une bonne chance, hein, parce que du coup ils sont quand même 2 fois plus que d'autres équipes, donc c'est ça, mais c'est des bons losers quand même, le Suzuki Gun. Alors je mettrai pas non plus toutes mes billes dessus. Peut-être que pour surfer sur la hype de l'arrivée récente de Zack Sabre Jr., peut-être qu'ils mettre cette ceinture là avec 2 autres membres du Suzuki Gun, ça peut faire sens. Donc, mais c'est difficile à prédire de toute manière. Là, on est sur un match qui implique 15 mecs, hein, donc du coup. Forcément, c'est le bordel. C'est presque un demi Royal Rumble en fait, en termes de nombre. Juste pour donner la proportion, quoi. Ok. Alors un match qui sera peut-être plus facile à prédire, puisque là on revient sur un classique 1 contre 1. Donc on a d'un côté Kota Ibushi contre le American Nightmare, Cody Rhodes. Alors à la base, ce match était pour la ceinture, le titre suprême de la Ring of Honor, hein, mais Cody Rhodes l'a perdu il y a quelques temps, là, quelques jours, quelques semaines maximum, contre Jay Lethal, il me semble. Donc du coup... non, contre Dalton Castle. Ah oui, Dalton Castle, pardon, tout à fait. Donc du coup, ce n'est plus pour le titre, c'est juste pour l'honneur. Voilà. Est-ce que du coup, est-ce que ce match est encore intéressant s'il n'y a plus la ceinture en jeu? Est-ce qu'il y a réellement une rivalité qui a été construite entre les deux, ou c'était juste pour la ceinture? Parce que moi, j'ai pas su. C'est plus une rivalité entre les deux, sachant que si la ceinture était en jeu, on aurait quasiment plus de chances que ce soit Cody Rhodes qui gagne. Parce qu'ils vont pas, je pense, mettre Kota Ibushi en champion de la Ring of Honor. Non. Il y a vraiment peu de chances que ça arrive, voire quasiment 0. Donc là, du coup, ça redonne du suspense parce qu'on ne sait pas qui peut gagner entre les deux. Kota Ibushi, donc il est revenu en tant que Kota Ibushi à la New Japan là, dans le courant de l'année. Il a participé au grand tournoi de G1 Climax. Il n'a pas une année non plus exceptionnelle pour lui. Il a un peu brillé, mais pas plus que ça, vu le niveau qu'il a et vu à quoi il peut prétendre à la New Japan. C'est quand même un mec qui peut aller dans le main event tranquillement. Hein. Il a déjà fait des affrontements pour la IWGP Heavyweight Championship. Il revient tout doucement dans la partie, hein, après avoir quitté la New Japan pour faire notamment le Cruiserweight classique, et puis il a beaucoup travaillé à la fédération, la DDT. Il était revenu sous le masque de Tiger Mask W. Dernière, ouais. Voilà, exactement. Donc il avait fait un match. Voilà, fait un match en opener qui était pas mal, hein, mais pas exceptionnel. Il avait affronté Okada dans le courant de l'année, toujours sous le masque Tiger Mask W, dans un match là qui était assez même plutôt excellent.
Et là, ce soir, donc c'est face à Cody Rhodes. Cody Rhodes, il est très bon pour faire jouer avec le public. C'est spécialiste comment on appelle ça, de l'anti-catch. Je vais pas t'affronter tout de suite, je vais sortir du ring, je vais un peu foutre le bordel. Est-ce que il a le talent pour nous sortir un gros match avec Kota Ibushi? Pour l'instant, il n'a pas beaucoup prouvé à la Ring of Honor, même si la Ring of Honor cartonne plus que jamais en ce moment. Depuis qu'il est champion, ses performances sont pas non plus exceptionnelles dans les main events. Kota Ibushi, lui, il a tout le talent pour nous faire quelque chose d'exceptionnel. Maintenant, j'ai peur qu'on reste sur un match Cody Rhodes standard, qui sera bien mais pas top, quoi. Ouais. Mais je vois plutôt que du coup Kota Ibushi gagner sur ce coup-là. Oui, c'est clair que de fait qu'il n'ait plus la ceinture Ring of Honor en jeu, ça ouvre un petit peu plus le champ pour que Kota gagne, tout simplement. Tu disais, c'est vrai que s'il y avait eu le titre de la ROH, on aurait mal vu un japonais champion. Là, maintenant, c'est un peu plus ouvert. Je pense que si jamais il veut capitaliser sur un retour de Kota Ibushi dans le programme d'un New Japan un peu plus régulier, une victoire contre l'ancien champion de la Ring of Honor et un membre éminent de la nouvelle version du Bullet Club et de The Elite, ça peut tout à fait aider le Kota à peut-être aller briguer, aller chercher un titre junior ou intercontinental, voire à long terme une opportunité pour la ceinture heavyweight. Donc effectivement, je parierais aussi plus les billes sur ce côté. Ibushi, dans tous les cas, je sais pas, je pense que le style de catch, de ce que j'ai pu voir d'Ibushi, peut bien rentrer avec le style de catch de Cody Rhodes et nous faire un match plutôt sympa. Pas un show stealer, c'est clair, mais ça peut être le premier match single de la carte qui peut être assez surprenant, je pense, dans le sens positif. Ne pas oublier qu'il y aura aussi Brandy Rhodes aux côtés de son mari, donc peut-être qu'il y aura de l'intervention qui viendra rajouter du sel dans ce match, quoi. Un peu quelques attitudes ilesques qui peuvent... C'est ça. Ouais. Ensuite, on a un match, on retourne sur les matchs par équipe, donc là c'est pour le AWGP Tag Team Championship, donc les ceintures par équipe principales. Donc on a d'un côté les champions, donc Killer Squad, qui sont membres du Suzuki Gun, donc Davey Boy Smith Jr. et Lance Archer contre l'équipe de Sanada et Evil, on en parlait tout à l'heure de Los Ingo Bernagles des Japon, qui ont gagné effectivement le Tag Team League. Donc du coup ils étaient champions il n'y a pas longtemps Openweight à 3 avec Bushi. Maintenant ils sont en duo contre le Killer Squad. Ton prono là-dessus, est-ce que tu vois les ingouvernables du Japon devenir champions par équipe ou bien les Gaijin conserver leur ceinture? Moi je vois les Los Ingobernables gagner. L'avènement des Los Ingobernables à Wrestle Kingdom 12, la chute de la maison Suzuki. Ça fait un moment qu'ils ont la ceinture de Suzuki Gun. Ils ont fait pas mal de matchs pour les conserver, quelques belles défenses de ceinture. Mais je pense qu'il est temps qu'ils passent la main. Sanada et Evil, il y a, je pense, de grands projets pour eux, donc ce sera déjà une première étape vers le main event, tout doucement l'un comme l'autre. Surtout Sanada, pour l'avoir vu en live, Sanada a une belle présence, il a un bon physique, il bouge bien dans le ring, il interagit bien avec le public, sans bouffer le spotlight, il est super efficace, super là, il a une bonne dégaine aussi, puis effectivement avec Evil ça marche plutôt bien. Je pense qu'il y a eu un test avec ses ceintures à 3, là c'est peut-être le temps de les monter à 2, surtout qu'effectivement ce scénario de Los Ingobernables qui ressortent, c'est la faction victorieuse de Wrestle Kingdom 12, est assez séduisante. On parle beaucoup de WrestleMania prochain avec peut-être les 3 membres du Shield avec leur ceinture. Peut-être que en fait ce sera trop tard, ça aura déjà été fait du côté de New Japan avec les ingouvernables, donc on verra bien ça. C'est ça, exactement. Ouais, dans Sanada, effectivement, beaucoup de charisme, très athlétique dans le ring. Tout le monde pense qu'effectivement ce sera à peu près l'avenir de la compagnie. Evil, pareil, il a déjà une grosse victoire sur Okada. Il a joué. Il a eu un match pour le titre IWGP en fin d'année. Il est assez
assez costaud. Il a un physique un peu atypique pour la New Japan. C'est aussi quelqu'un qui peut monter assez haut dans la carte, je pense. Ouais, donc voilà, je pense que là on a plutôt une victoire assurée pour Los Ingobernables de Japon, Davey Boy Smith Jr. et Lance Archer. C'est vraiment deux gros bébés qui sont vraiment imposants à comparer au reste du roster. Maintenant, effectivement, ils ont fait leur temps, je pense. Très bien. Alors du coup, même si on pronostique là la défaite des membres de Suzuki Gun, est-ce que pour le prochain match, donc qui sera pour la ceinture Never Open, Open Weight, donc qui est détenu par Minoru Suzuki, qui va donc du coup la contester dans un match contre en fait, et bien du coup Hirooki Goto, et ce n'est pas seulement un match pour la ceinture, c'est aussi un cheveux versus cheveux, air versus air match, avec derrière en plus le Suzuki Gun qui sera donc banni du ringside, donc pour pas que l'armée de Suzuki vienne effectivement faire pencher ça. Bon après ils sont, comme on sait, c'est pas parce qu'ils sont bannis des abords du ring qu'ils vont pas forcément venir, mais en tout cas normalement s'ils ont un peu d'honneur ils devraient pas être là. Alors du coup quand on voit pour ceux qui voient la vidéo YouTube, on affiche un peu les photos de tous ces catcheurs dont on parle. Pour le côté cheveux versus cheveux, on voit quand même que Suzuki, s'il perd, ça sera pas très grave. J'avais déjà dit la dernière fois, il a une coupe de cheveux un peu particulière, surtout elle est très courte, alors que Hirooki Goto, lui, a une chevelure un peu plus avantageuse. Donc, est-ce que c'est un indice pour savoir qui va gagner ou pas? Oui, ça peut être un indice, je pense. Après, Suzuki, ça fait un bon moment qu'il a la ceinture. Il l'avait gagné contre Goto d'ailleurs. Goto, maintenant, c'est le mec qui a tendance à perdre dans les grands événements. Donc il part un petit peu avec un handicap dans l'histoire. Mais je vois quand même Goto gagner. Je les vois mal couper les cheveux de Goto. Le pauvre. Comment il va faire après? Là, c'est un match de vétérans. Les deux, ils sont plutôt dans la tranche d'âge mature du roster. Ouais. Alors beaucoup plus Suzuki, Suzuki beaucoup plus vieux. Goto maintenant c'est quelqu'un qui était un peu construit pour aller dans le main event, mais qui a pas accroché suffisamment avec le public. Donc il est un peu dans une position un petit peu bâtarde où il se heurte au plafond de verre, quoi, carrément. Mais ça reste un mec qui peut sortir des grosses victoires, des très gros matchs. Il a les meilleurs finishers du business. Tous les finishes qu'il a sont vraiment trop cool, moi je trouve. Il a là en ce moment cette espèce de corde à linge à la verticale là, comme une guillotine, et avant il avait son espèce de souplex là qui se terminait en lariat. C'est incapable de vous dire comment il arrive à exécuter la prise. J'aime beaucoup ce catcheur. Ça fonctionne bien face à un mec comme Suzuki qui va le torturer pendant tout le match. Il va le faire souffrir avec des prises dégueulasses, des prises de soumission, des attaques sur les doigts, sur les articulations. À mon avis, il va morfler pendant un bon moment, le pauvre Goto, avant de ressortir, de faire un retour percutant dans le ring parce qu'il est quand même très résistant. Je pars plutôt quand même sur une défaite de Suzuki. Ok, très bien. Donc Suzuki vu perdant de cette histoire. On avance dans la carte. Donc là, un Fatal 4-Way pour le titre donc AWGP Junior Heavyweight Championship. Et donc le champion actuel, le vilain Marty Scurll, qui défendra ça contre son compatriote d'anglais, l'assassin aérien Will Ospreay, contre deux anciens champions juniors qui se connaissent très bien, Kushida et Hiromu Takahashi, donc de Los Ingobernables de Japón. Donc du coup voilà, on a un affrontement intéressant parce qu'on a donc deux Anglais qui se connaissent bien, comme je disais, et deux Japonais qui se sont très largement affrontés pour cette même ceinture. Donc là c'est difficile de voir comment ça va se passer. En tous les cas, on voit deux affrontements 2 contre 2 au sein de ce Fatal 4-Way. Est-ce que la sauce va bien prendre en les mettant en commun? Qu'est-ce que t'en penses? J'ai très peu de doutes sur la qualité du match. On a les meilleurs cruiserweight du circuit. Rien que ça, les meilleurs. Non.
Kushida, il est exceptionnel, hein. Il est à la fois high flyer, technicien, il a un background de MMA, c'est un super babyface. Takahashi, il est aussi incroyable dans le ring, hein. Il est revenu du Mexique avec un catch à la fois violent, spectaculaire, puis une attitude. Il est extrême. Il est assez extrême pour avoir vu une petite vidéo sur internet qui montre un petit peu cette rivalité entre Kushida et donc Minoru. On se rend bien compte effectivement du style différent et Minoru est assez fou, hein. Il prend des risques complètement démesurés pour gagner ses matchs. Son gimmick un peu, c'est la bombe à retardement qui va exploser, hein, la ticking time bomb. Et il est complètement allumé. Ouais, ils avaient fait un match qui avait duré, je crois, 5 minutes où Kushida avait été blessé suite à une powerbomb là qu'il avait fait. Donc Takahashi saute par-dessus la troisième corde au-dessus de son adversaire et fait un jackknife powerbomb, quoi, en l'explosant à l'extérieur du ring. C'est un match qui avait duré 5 minutes, mais c'est quasiment un des matchs de l'année, quoi. Ouais, même pas. Je crois que ça a duré en 2 minutes. Je crois que c'était éclair. Ouais. Limite du squash, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. J'ai eu 5 minutes, ça peut faire un match, quoi. Avec un Kushida qui était remonté à bloc, mais qui avait été piégé dans cette powerbomb, et ça avait mis fin au match prématurément, mais l'effet était là, quoi. Même, il n'y avait pas de déception que ce match se soit arrêté aussi vite, parce qu'ils avaient exécuté ça tellement bien qu'on était sur le cul. Voilà, vraiment deux performeurs exceptionnels. À côté de ça, Will Ospreay, qui est pour moi le meilleur high flyer mondial. Je suis d'accord dans le sens où, pareil, j'avais vu au show New Japan au Japon quand j'y étais. J'avais trouvé qu'ils étaient dans une grosse tournée pour mener au Sakura Donkatsu dans le sud, donc ils enchaînaient plein de soirées, donc ils y allaient. Tu sentais que la majorité du roster allait un peu mollo sur des moves un peu dangereux, et celui vraiment que qui ressortait comme étant celui qui s'en fichait et qui mouillait le maillot comme si c'était un WrestleMania, j'ai envie de dire, c'était Will Ospreay, quoi. Il était clairement une vitesse au-dessus de tout le monde, quoi. C'était assez incroyable. Je suis pas trop fan de son charisme ou de ses mimiques, ses expressions de visage, etc. Je trouve que c'est un peu vert encore, mais en tout cas au niveau de l'intensité de ring et le côté impressionnant de son athlétisme, c'est incroyable, assez incroyable. Ouais. Et puis surtout sur des grands shows comme ça, il y a la New Japan, vraiment les performances qu'il a faites sont assez exceptionnelles. Les matchs qu'il a eu contre Kushida ou contre Takahashi, et puis donc Marty Scurll, ils se connaissent quand même depuis longtemps parce qu'ils sont affrontés assez souvent sur le circuit anglais. Ça risque, il risque d'être aussi lui exceptionnel. Et à côté de ça, Marty Scurll, donc lui qui vient d'exploser cette année, hein, à l'international, hein, l'anglais. Donc lui, bon, il a un catch peut-être un cran en dessous des autres. Maintenant, il a un personnage qui fonctionne hyper bien. Il sait jouer avec la foule. Il a le feu en ce moment, hein. C'est un mec qui est vraiment sous le spotlight, qui est vraiment une révélation. Très gros gimmick, très visuel, membre du Bullet Club, membre du Elite. De toute façon, on a un match là avec quand même des gimmicks assez forts entre celui effectivement de Will Ospreay, son côté un peu Assassin's Creed du ring, et celui de Minoru, donc Ticking Time Bomb. Il y a que Kushida qui est un peu sur la réserve, hein, qui a un peu un délire à la Back from the Future, hein. Il arrive en DeLorean avec le blouson orange de Marty, mais c'est vrai qu'il a l'air de manquer un peu d'épaisseur dans le personnage. C'est un très bon worker dans le ring, hein, mais il a l'air un petit peu en retrait. Dans tous les cas, dans le match, ça se verra pas. On sait que ça va être. Il est babyface, Kushida, donc c'est le gentil dans l'histoire, donc forcément il est un peu peut-être un peu terne, on va dire, mais il sait aussi jouer dans le ring des moments où il va péter les plombs et il va commencer à lancer un catch un peu dégueulasse comme ça. Il est très très bon aussi pour raconter des histoires. C'est pas que des bons catcheurs dans le sens technique, c'est aussi des showman qui sont assez exceptionnels. C'est pour ça que j'ai aucun doute sur la qualité de ce match-là. Ça va être à mon avis un très très grand moment. De toute manière, en gagnant,
Juste intéressant de rappeler effectivement quelque chose qu'on disait dans le premier podcast sur la New Japan, hein, c'est qu'effectivement il y a niveau histoire qui se raconte entre les différents lutteurs et personnages, il y a moins besoin de voir les segments backstage, etc. Beaucoup de l'histoire se raconte effectivement durant le match, c'est vraiment dans la culture New Japan, donc c'est vrai que par juste les différentes phases du match dans le ring, on nous raconte quelque chose généralement qui est assez intéressant. Après on n'accroche pas, mais en tout cas il y a quelque chose qui est proposé, ça c'est clair. Et donc niveau gagnant, Niveau gagnant, je vais mettre ma pièce sur Takahashi parce que je vois effectivement l'avènement de la maison Los Ingobernables. Alors pour la petite histoire, voilà, comme on parle un peu des segments, ce qui a été drôle dans cette histoire-là, c'est pour lancer le défi, Takahashi venait en fin de match, toujours pour lancer son défi envers le gagnant du match pour la ceinture junior heavyweight, et à chaque fois il y a quelqu'un d'autre qui arrivait, qui lui mettait une pêche ou qui lui cassait un doigt, et il était sur le côté, et puis c'est les autres qui prenaient le title shot. Et à la fin, il est arrivé avec une espèce d'armure de football pour lancer son défi, mais il se retrouve quand même dans un fatal four-way. Mais bon, il fallait placer tout le monde parce qu'ils sont à un niveau de popularité tel les uns comme les autres que on pouvait imaginer autre chose que ce fatal four-way là pour le coup. Bon bah écoute, cohérent donc ce match, parfait. Alors on passe au match suivant, donc qui est pour le WGP Intercontinental Championship, donc qui voit s'affronter le champion actuel Hiroshi Tanahashi, l'as de New Japan, un talent comme on en voit que tous les 100 ans, contre Jay White qui est revenu après de longues vidéos énigmatiques où on voyait quelqu'un un peu en mode tueur en série, faire des croix avec un couteau sur des murs, sur des bouquins, donc avec ce nom de code Switchblade, et donc c'est récemment qu'on a vu que c'était Jay White. Alors le truc est que on a appris aussi que Tanahashi était blessé il y a quelques semaines, donc est-ce que ça va impacter forcément ce match et dans quel sens? J'ai pas eu de news comme quoi il était annulé, donc a priori il est maintenu, mais je ne sais pas non plus quelle est la gravité de la blessure du champion actuel, mais bon, c'est sûr que ça va forcément influencer sur ce qu'on va voir. Ouais. Ça fait un moment qu'il est blessé en plus, Tanahashi. Donc effectivement, il y a une nouvelle news qui est tombée il y a pas longtemps là, comme quoi il s'était blessé à nouveau, mais il était censé aussi avoir un problème au coude ou à l'épaule pendant tout le G1 Climax. S'il est toujours dans le ring, c'est que ça doit pas être si grave. Après, au Japon, ils sont vraiment fortiches aussi sur pour worker les blessures. On sait jamais si c'est vrai ou si c'est faux, donc là-dessus il n'y a pas beaucoup d'informations qui transpirent par rapport aux officiels, etc. C'est beaucoup plus opaque que la WWE. Maintenant, s'il est au rendez-vous, c'est qu'il est apte à catcher. Alors ils vont peut-être jouer sur l'histoire de la blessure pour que Jay White puisse travailler. Par exemple, je sais pas s'il est blessé à la cuisse, il va lui travailler la cuisse ou le genou. C'est peut-être juste pour créer une histoire, pour pouvoir donner un avantage à Jay White, parce que Jay White comme ça qui revient, c'est quand même un gros client, Tanahashi, c'est l'équivalent de John Cena. C'est ça, on en parlait sur la vidéo, c'est effectivement l'as, celui qui a sorti la New Japan un peu d'un gouffre à un moment donné de période creuse, avant la montée des Okada, des Naito, l'avènement du Bullet Club, etc. Tanahashi qui a revampé la fédération et effectivement qui a squatté le main event pendant X années. Donc du coup, après, est-ce que du coup, j'avais lu ça quand on a découvert que Switchblade, donc le catcheur derrière ces vidéos énigmatiques, était Jay White, ça fait un peu un effet soufflé. Les gens ont trouvé, ok, Jay White. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas Jay White, est-ce que tu peux nous en dire rapidement 2 mots sur son périple? Parce qu'il est très jeune. Jay déjà, White, il est très jeune, c'est un Anglais, un Young Lions, comme on dit, donc quelqu'un qui sort de la formation du dojo japonais de la New Japan, donc il a fait toutes ses classes à la New Japan. Il revient d'une excursion aux États-Unis, puisque dans leur formation, comme je vous l'avais expliqué dans la vidéo, à un moment donné, ils vont aller en excursion à travers le monde un peu pour voir un peu comment que ça se passe dans les autres rosters, dans les autres vestiaires. Et après, ils reviennent une fois avec un gimmick.
Et là, ils sont plus simplement des petits catcheurs. Donc là, c'est le cas de Jay White. Là, Jay White, on est là-dessus. Il revient. Il s'est créé un gimmick de Switchblade, gimmick qu'il n'avait pas à la Ring of Honor, puisque son excursion, c'était à la Ring of Honor. Donc, il est niveau technique, hein, il est au point. Maintenant, directement un title shot pour le titre intercontinental. Moi, je trouve que ça fait un petit peu beaucoup. Il est quand même très apprécié du public japonais. Alors, étant donné qu'ils l'ont vu grandir, faire toute sa carrière depuis le début. C'est quand même quelqu'un qui est apprécié du public. Après, est-ce que c'est pas un peu trop haut, trop vite ce title shot intercontinental? À voir s'il arrive. Il va falloir qu'il sorte un bon match contre Tanahashi. Tanahashi, il sait quand même sortir des gros matchs. Maintenant, c'est sûr que Tanahashi, c'est pas un mec qui perd souvent au Wrestle Kingdom. Donc, si vraiment Jay White gagne, ça va être une grosse victoire pour Jay White. Ouais, est-ce qu'on peut y voir un petit peu quelque part, pour continuer l'analogie Tanahashi-Sina, hein, ces différents matchs où il y a des jeunes, entre guillemets, qui débarquent à WWE, généralement provenance d'NXT, de type Kevin Owens, hein, on se rappelle du moment où Kevin Owens arrive avec un gros bang et défie John Cena directement pour la ceinture américaine. Est-ce que là, ils vont laisser le Cena local Tanahashi perdre à Wrestle Kingdom ou WrestleMania de New Japan contre un petit peu un blanc-bec, hein, qui débarque avec son look à la Sephiroth de Final Fantasy, hein, un peu goth. À voir. Ça me paraît peu probable, mais en tout cas, on n'aura pas un match façon Corbin-Cena. Hein. Si vous vous souvenez de ce match ignoble, je pense qu'on aura quand même quelque chose de beaucoup mieux. Non, faut qu'il capitalise. Il va pas enterrer le genou non plus. Hein. Non. Pour construire ce nouveau personnage, ce nouvel personnage de Switchblade, il faut qu'il soit montré simplement balèze et fort et valable, hein, et montrer qu'il n'a pas eu ce title shot pour rien, sinon ça serait un four. Un four. En parlant de four, un match qui n'en est pas un déjà, puisqu'il défrait la chronique d'Internet, il a cassé un peu l'Internet depuis qu'on a murmuré, depuis que c'était confirmé, et après avec différentes vidéos et autres conférences de presse où ils attaquent les uns les autres. C'est donc le match pour la WGP US Championship, hein, donc son détenteur actuel Kenny Omega contre Chris Jericho, Y2J, l'Alpha du catch mondial. Donc voilà, gros match qui peut-être le match dont on parle le plus à l'étranger, forcément, hein, en dehors du Japon, puisque c'est deux Canadiens, deux stars très connus. Chris Jericho, on ne le présente plus. Kenny Omega, qui depuis l'année dernière, Wrestle Kingdom 11 et ses matchs 6 étoiles répétés contre Okada, ainsi que contre Naito aussi, hein, il avait fait un très très bon match au G1 Climax, est devenu un des top players de la scène de catch mondiale. Donc gros money match, gros buzz, donc il y a eu effectivement un tabassage en règle de Jericho quand il est apparu suite à sa vidéo. Il y a eu effectivement des cassages de gueule mutuels lors des différentes conférences de presse récemment. Bref, tension maximum, et c'est un match sans disqualification, donc il est annoncé pour ce titre américain. C'est ça, exactement. Est-ce que le match répondra à l'attente, au buzz gigantesque que ça crée? Parce que c'est ça finalement, plus que qui va gagner, est-ce que Omega va retenir ou est-ce que Jericho va gagner? Moi je pense qu'il y a peu de chances que Jericho gagne, parce que ce serait vraiment une nouvelle surprise, hein, de le voir continuer de catcher, même s'il a été annoncé qu'il participerait au show de catch du lendemain. Hein, comme un peu à WrestleMania, il y a toujours le Raw d'après WrestleMania, là il y a un show après Wrestle Kingdom, donc apparemment Chris Jericho sera de la partie, mais est-ce qu'il aura la ceinture? Je pense pas quand même, hein. Donc pour moi le résultat du match est assez écrit. Par contre, est-ce que ça va délivrer? Est-ce qu'ils vont casser la baraque? Je pense que comme ils ont décidé de faire un match no holds barred, sans disqualification, là il y a vraiment peu de chances que ça assure pas au niveau du spectacle. On avait quand même une crainte, si on était sur un match un contrat classique, peut-être de voir un Y2J trop vieux,
Mais là, si c'est un Holzbard, il va pouvoir lâcher les chevaux, faire du catch peut-être plus violent, quelque chose qu'il n'a pas vraiment eu l'occasion de faire à la WWE depuis longtemps. Je suis sûr que c'est un mec qui fourmille d'idées, Y2J, qui doit déjà avoir prévu de faire des trucs qu'il a peut-être pas eu l'occasion de faire à la WWE. Il va assurer le spectacle, je pense. Et Kenny Omega, de toute façon, c'est quasiment le meilleur catcheur du moment, qui est aussi très malin et il a aussi eu un gros passé à cette fédération, la DDT, qui est une fédération complètement frappadingue avec des matchs gimmickés, où on se bat à coups de feu d'artifice, on combat des poupées gonflables et des choses comme ça. Donc, s'il y a quelqu'un qui peut faire un match sans disqualification, qui soit spectaculaire et fun, c'est bien un mec comme Kenny Omega. Et je pense que le fait qu'ils aient mis ça sous forme de match sans disqualification, justement, ça va permettre peut-être d'avoir un match meilleur que si on était resté sur du moins plus fun, plus spectaculaire que ce qu'on aurait eu si on était resté sur un affrontement classique. Plus violent aussi, comme tu le disais. Plus violent, la New Japan n'a pas ce côté PG qu'à la WWE, donc même quand Chris Jericho est venu récemment tabasser Kenny Omega, il lui a ouvert la tête en le frappant sur le crâne avec la ceinture US, ça a saigné abondamment. D'ailleurs, Kenny Omega avait un gros bandage par la suite. Donc je pense que on imagine assez facilement Chris Jericho qui a catché depuis toutes ces années la WWE dans un environnement PG. Justement, là, ce qu'il peut apporter de différent à son catch qu'on connaît par cœur, même s'il sait se réinventer, c'est justement cette dimension, ce côté, je suis plus limité par la dimension PG, je peux aller au-delà, je peux faire un match sans forcément que ce soit hardcore, mais un truc un peu entre les deux. Donc, et Kenny Omega aime bien aussi ce genre d'affrontement très musclé, donc on espère que ça va détonner, que ça va être comme un morceau tonitruant de Fozzy. Oh ouais. Et alors après, les Japonais adorent la musique de merde, alors il risque de bien fonctionner là-bas. La conférence de presse, si on peut se baser là-dessus pour avoir un avant-goût du match, c'était assez excellent ce qu'ils ont fait avec cette agression de Kenny Omega sur Y2J qui prend la table, qui la jette au milieu des journalistes. Il garde encore ce côté un peu humoristique, Y2J, avec un côté violence en plus. C'est vraiment du très très bon sport spectacle, j'ai envie de dire. On a vraiment tous les ingrédients qu'on aime quand on regarde du catch, quoi. Tout à fait. Alors la question aussi, c'est avec cette stipulation sans disqualification, est-ce qu'on peut attendre une intervention, notamment du coup de The Elite ou de Bullet Club? Parce que comme ils sont plus maintenant sur une pente plutôt face que heel, clairement, on en parlait, est-ce qu'ils vont quand même aller jusque-là? Ça aussi, c'est je pense qu'on aura un petit coucou des Young Bucks quand même. Ouais. Un petit coucou des Young Bucks, pas forcément, ça va peut-être pas jouer sur l'enjeu du match. Mais c'est pas impossible qu'on les voit dans le coin de Kenny Omega. Ils le sont souvent, on se rappellera l'année dernière d'ailleurs au Wrestle Kingdom Mid-Even, ils étaient tout du long du match aux abords du ring et ils ne sont pas intervenus. Ils sont allés voir Kenny Omega lorsqu'il était aux abords du ring complètement détruit pour un peu dire ça va et tout, le relever, mais ils sont pas trichés. Ils ont fait, en tout cas de mémoire, j'ai pas d'intervention de triche en tout cas de leur part. Ça c'est clair. Ouais. Après, tout dépend à quel point, comment va la jouer Chris Jericho. S'il va trop loin dans les tricheries et les choses comme ça, c'est possible qu'il y ait quand même les Young Bucks qui décident de faire un coucou. Mais c'est sûr que dans la logique New Japan, on va plutôt rester sur un affrontement 1 contre 1. Il y aura pas de ref bump, il y aura pas de trucs comme ça. Ça arrive quand même très rarement. Après, à voir. Chris Jericho, je pense qu'ils vont lui laisser quand même les mains libres pour booker le match un peu comme il veut. Il faut savoir ce qu'il a en tête. Je pense qu'on va avoir un truc sachant quelque part 100% de Jericho. Il est clairement positionné en tant que heel dans cette rivalité. Tout ce qu'il a fait, il a dit en physique ou en promo ou au micro lors de la conférence de presse qu'il a faite, c'est du heel Jericho 100%. D'ailleurs différent, c'est pas le même heel qu'il a à la WWE. Donc ça c'est intéressant de le voir sur un heel plus massacrant, plus dominant, beaucoup plus orgueilleux.
Donc sûr de lui, ce côté alpha du catch, donc on verra bien. Dans tous les cas aussi, l'autre question, c'est, on en parlait la dernière fois, tu nous disais que New Japan, il y avait un respect de la hiérarchie des matchs, c'est que le dernier match, c'est le main event, et donc du coup, c'est ce match-là qui sera vraiment le plus gros match de la soirée, et qu'on n'a pas cette notion vraiment de show stealer avec un match avant qui va prendre le pas. Là, il y avait un peu des polémiques entre du coup Omega, Y2J et notamment Tetsuya Naito, dont on va parler ensuite, qui est le challenger pour le main event de la soirée. Comme quoi, est-ce qu'on parle de double main event? Voilà, il y a un peu cette discussion. Est-ce que du coup Omega et Jericho vont respecter cette tradition New Japan de faire un match qui sera un peu moins intense, un peu moins de haute volée que le main event qu'il y aura ensuite, ou est-ce qu'ils vont se dire on s'en fout, on va voler le show et on va donner tout ce qu'on a? Ouais, c'est le facteur de Chris Jericho dans l'histoire, parce que comme lui, c'est un peu la superstar qui vient, il va avoir les coups des franches, il se dédouane du truc justement en passant en match sans disqualification, parce que du coup, il a clairement dit qu'il comptait pas faire un match 6 étoiles, technique, etc., que ça risque d'être une brawl. Mais du coup, comme on va pas être dans le même type de catch, ils peuvent sortir un truc qui sera peut-être plus impressionnant que le main event. Maintenant, c'est au gars du main event d'assurer le coup derrière. Il y a le talent pour. Ils ont aussi joué beaucoup sur le fait que Naito et Okada avaient eu un match pour le titre IWGP Heavyweight Championship au Wrestle Kingdom, qui n'avait pas été le main event de la soirée. Tout à fait. C'était Tanahashi contre Shinsuke Nakamura qui avait fait le main event pour le titre intercontinental, ce qui avait lancé toutes les rivalités, un peu les intrigues autour des main eventers de l'époque, qui sont un peu les mêmes qu'aujourd'hui, c'est-à-dire Okada, Naito, Tanahashi et à l'époque Shinsuke Nakamura. Maintenant Nakamura n'est plus là évidemment parce qu'il est à WWE, mais Naito ou en particulier Okada aussi ont gardé une dent contre Tanahashi pour les avoir empêchés d'avoir le main event sur un Wrestle Kingdom. Et forcément Chris Jericho, qui est très malin, il arrive, il joue sur la corde, il dit ouais, ne vous inquiétez pas, je vais pas vous piquer le main event de votre cher Naito. Comme ça il se prend encore plus de haine, parce qu'il non seulement il vient s'attaquer à Kenny Omega, qui est quand même très populaire en ce moment, mais en plus il vient descendre un peu Tetsuya Naito derrière, qui est aussi le mec qui est, même s'il est censé être il est quand même très très populaire en ce moment. Et il s'ouvre peut-être une porte pour la suite. Justement, ce main event, donc pour le AWGP Heavyweight Championship, donc le champion Kazuchika Okada contre le challenger et chef de Los Ingobernables de Japón, Tetsuya Naito. Donc grosse histoire entre les deux. C'est difficile de prendre parti parce que les deux sont tellement excellents dans un registre différent. J'ai vu une vidéo il n'y a pas longtemps là qui est très très intéressante sur YouTube, en américain. C'est un fan américain New Japan qui a fait une petite vidéo, The Rise and Fall of Tetsuya Naito, donc le succès et la chute de Tetsuya Naito, et vraiment il a une histoire qui est assez incroyable, vraiment que je trouvais très intéressante, et je vais en faire un tout petit résumé pour bien comprendre l'enjeu, la dimension du personnage, parce que j'ai le sentiment personnellement que même si Okada règne un peu sur le catch mondial depuis 1 an et demi, 2 ans, il a été élu d'ailleurs meilleur catcheur je crois top 500 là, cette année. J'ai l'impression quand même que l'histoire qui nous est racontée, c'est celle de Tetsuya Naito et pas tellement de Okada, et qu'Okada est un peu le boss final de la rédemption du retour de Tetsuya Naito. Donc je vais vous résumer en 2-3 petites minutes un peu l'évolution comme ça de Tetsuya Naito. Ça c'est intéressant, puisque donc du coup en 2013, flashback, Tetsuya Naito bat Hiroshi Tanahashi, donc qui est le John Cena de l'époque, comme toujours maintenant, mais qui est celui qui est le champion, du moins la personne à abattre en 2013. Et donc Tetsuya Naito est un peu sur la rampe pour devenir le nouveau numéro 1, le nouveau poster boy de la fédération. Il fait notamment une promo où il dit qu'il est le Shuyaku. Shuyaku, c'est en gros le big dog à New Japan, c'est le number 1. Et en gros, c'est un peu comme s'il disait, c'est mon yard maintenant. Sauf que du coup,
ça prend pas, le public n'adhère pas. Un peu comme s'il était forcé à la gorge du public, un peu comme un Roman Reigns, sauf qu'au Japon, contrairement aux États-Unis où Roman Reigns va se prendre des boos, des huées du public, ou comme quand Batista était revenu, il avait gagné le Rumble, alors que tout le monde voulait voir Daniel Bryan, les gens l'avaient hué. Et au Japon, du coup, ils te huent pas, ils ne réagissent pas. Donc du coup, il est rentré sur le ring et personne ne réagissait. Et donc au fur et à mesure, mois après mois, ça perdait en hype, ça perdait en intensité, le public se désintéressait de Naito, jusqu'au moment où, comme tu le disais à l'instant, à quelques semaines du Wrestle Kingdom, ils ont fait un sondage auprès des fans pour savoir quel serait le main event. Est-ce que ça serait Naito contre Okada pour le titre, puisque à l'époque Okada était déjà le champion mondial, ou est-ce que ça serait Tanahashi qui était contre Nakamura pour le titre intercontinental. Et donc du coup, Okada et Naito ont eu moitié moins de votes pour eux que Tanahashi et Nakamura, et donc c'est eux qui sont devenus le vrai main event. C'était un gros coup dur pour Naito qui s'est jamais remis de ça, et qui au final est parti au Mexique, à la CMLL, pour un peu se reconstruire, et c'est là qu'il a fait notamment beaucoup équipe avec la Sombra, l'actuel champion NXT, Andrade Cien Almas, au sein de leur stable, de leur faction, les Ingouvernables, Los Ingobernables. Et c'est 2 ans plus tard, en 2015, que Naito revient à New Japan en tant que Lingo Bernable, l'insoumis. C'est un peu le Jean-Luc Mélenchon de la New Japan, on peut dire. Donc avec une nouvelle attitude, complètement nonchalante, tranquillo, qui prend tout comme une blague, qui dit respectueux, qui se dessape très lentement dans le ring, qui veut pas qu'on lui lève la main quand il a gagné, qui abandonne ses partenaires d'un soir dans un tag match. Et il montre aucune émotion. Et le seul moment où il montre un peu d'intensité d'émotion, c'est quand il est dans le ring contre Tanahashi, celui qui a provoqué sa chute en quelque sorte, celui qui lui a volé le spotlight et le main event quelques années plus tard. Et donc du coup à ce moment-là il pète un câble, il devient super violent, très agressif, et bat Tanahashi suite à un match assez disputé avec son nouveau finisher impressionnant, le Destino. Et donc fait sa promo suite à ça, en fondant donc Los Ingobernables des Rapon avec donc son pied sur le corps détruit de Tanahashi. Donc il devient un heel instantané à ce moment-là. Et par là même, il devient un peu un symbole des rejetés, des outcasts un petit peu du Japon, puisque c'est une société qui est très, très dure, quand on est en dehors des clous, qu'on n'est pas dans les rangs de la société, qu'on ne correspond pas aux attentes que nos parents, que nos patrons, etc. ont pour nous, eh bien on est un peu rejeté, et c'est un peu le symbole, c'est un peu son histoire finalement, et c'est comme ça qu'il a commencé à avoir une adhésion du public de plus en plus croissante, jusqu'à ce que donc il récupère le titre d'Okada, le Heavyweight Championship en avril 2016, avec l'aide donc des Ingobernables et notamment l'arrivée de Sanada, mais il balance le titre juste après, puis il le perd 2 mois plus tard contre Okada, parce qu'en fait il s'en fiche un petit peu du titre, il est pas là pour le titre, il est pas là pour les fans, il est là pour lui, donc vraiment tranquillo. Et il part en fait à la chasse du titre intercontinental, celui-là même qui lui a volé le main event des années plus tôt, et il va passer des mois, puisqu'il gagne ce titre, il va passer des mois à essayer de le détruire physiquement, le balancer, marcher dessus, parce que voilà, ce titre le dégoûte finalement. Et on arrive au final l'année dernière à Wrestle Kingdom 11, où Tanahashi défie Naito pour le titre intercontinental. Le match est accepté et Tanahashi propose que on fasse comme la dernière fois, que le public vote pour savoir, que le fan vote pour savoir quel sera le vrai main event. Est-ce que ça sera le main event prévu, donc Okada contre Omega pour l'heavyweight, ou bien le Tanahashi Naito pour le intercontinental. Et Naito refuse l'idée du vote pour priver Tanahashi de la place de main event, puisque Tanahashi squatte le main event depuis très longtemps. Et donc à la fin de ce combat tonitruant, Naito finit par battre Tanahashi et enterre un peu cette revanche. Et donc toute cette année qui sépare le Wrestle Kingdom 11 et le Wrestle Kingdom 12, ça a été le chemin pour Naito de revenir à la course et de pouvoir revenir à défier Okada et enfin mettre la main une bonne fois pour toutes sur ce titre mondial poids lourd contre Okada, avec du coup ses alliés du Los Ingobernables, avec du coup cette nouvelle attitude, avec aussi le soutien de la foule, puisqu'on voit récemment que le public commence un peu à huer parfois Okada, qui est un peu peut-être le champion trop parfait, trop poster boy, il y a Rainmaker qui fait pleuvoir de l'argent, bref, le public peut pas vraiment s'identifier à Okada, alors que Naito,
lui commence à amorcer ce virage de heel détesté par tout le monde, à peut-être quelqu'un vers qui on peut se ranger. D'ailleurs, on le voit quand on voit le public, le merchandising des Ingo Bernabéus est massivement présent, peut-être même parfois plus que le Bullet Club auprès des Japonais. Donc voilà, moi l'histoire, quand on la regarde comme ça sur quelques années de Naito, est vraiment super intéressante. On préfère des grosses vidéos rien que là-dessus. Et j'ai l'impression que du coup Okada est le boss final, qui reste à battre à Naito pour enfin devenir maintenant ce Shuyaku qu'il a proclamé il y a X années, le numéro 1 de la New Japan. Alors, est-ce que du coup tu partages cette vision-là? Bah, tout à fait fascinante cette histoire de Tetsuya Naito, que tu as très bien raconté d'ailleurs, Amiral. Voilà, moi j'ai commencé à suivre de très près la New Japan en 2015 et c'était au moment effectivement où il arrivait en tant que heel, il venait de faire son retour. C'était pour le G1 Climax de 2015. Et là, il tenait déjà son personnage parfaitement, obligé d'être fasciné par ce mec qui débarque, nonchalant, qui crache sur les caméras, qui attaque les commentateurs, qui monte dans le ring, qui met 2 heures à se dessaper, qui refuse le combat en prenant ses petites pauses là, en faisant mine de faire un salto, puis en s'arrêtant, en faisant une petite pause allongée sur le ring tranquillo. Pour moi, le meilleur heel pendant des années de tout le catch international. Et effectivement, on arrive à cette confrontation face à Okada, qui est un peu, comme tu dis, effectivement, le boss final pour Naito, pour sa rédemption, puisque maintenant il a réussi à avoir le public derrière lui. C'est quelque chose qui a été mené de main de maître sur des années. Tu faisais le parallèle avec Roman Reigns. On voit effectivement ce qu'ils auraient pu faire de Roman Reigns s'ils avaient été un petit peu malins à la WWE. C'est ça, quand j'ai vu un peu tout l'historique que je racontais, j'ai pas pu m'empêcher de faire ce parallèle-là, parce que c'est vraiment ça, c'était le champion, du moins le poster boy, le successeur de Tanahashi qu'on a essayé de pousser au public, ça n'a pas pris. Ça n'a pas pris, ils n'ont pas pu insister parce que voilà, ça ne faisait vraiment aucune réaction, quoi. Donc du coup, il fallait qu'ils changent. Mais ouais, c'est une saga, quoi. Vraiment, c'est une saga, exactement. Et à côté, ils ont en face l'adversaire parfait qui est Okada, qui a aussi un parcours et un historique, une saga exceptionnelle derrière lui. Puisque lui aussi s'est cassé les dents sur Tanahashi. Il y a un vrai Soul Kingdom où il a perdu, il est parti en pleurs à la fin du match, même s'il avait un personnage arrogant, etc. Ça reste aussi un favori de la foule, et peut-être que les gens vont rester plus derrière lui justement parce que c'est pas Tanahashi. Puisque Tanahashi il a fait son temps aussi, c'est ça qu'il faut voir, il est également très populaire. Mais maintenant c'est clair que c'est place aux jeunes, et on a un Okada qui a été adoubé par Shinsuke Nakamura, qui est vraiment un des plus grands talents du catch actuel. Peut-être si c'est pas le meilleur catcheur du monde, il a quand même un catch qui est un poil au-dessus de celui de Naito, je trouve. Donc on a vraiment 2 mecs avec un passif qui est assez exceptionnel, chacun une saga derrière eux. Et là voilà, ils vont s'affronter pour savoir qui est le meilleur. C'est vraiment le catch, la quintessence du catch, de la storyline qui fonctionne sans aller dans les excès, sans aller dans n'importe quoi, dans l'overbooking et des choses comme ça. C'est vraiment ce qu'il y a de fascinant à la New Japan à l'heure actuelle, et puis dans le catch mondial. On est sûr, pour moi ces affrontements-là, c'est des affrontements qui vont faire l'histoire du catch dans les années qui viennent. Ah mais oui, c'est ça, rien qu'en voyant effectivement cette triplette. Pour ce qui est du gagnant, si on doit donner un pronostic, je vois bien Naito gagner effectivement, puisqu'on reste sur l'avènement de Los Ingo Bernabéus de Japon. Okada, ça fait une paire de temps aussi qu'il a la ceinture, ça fait plus d'1 an, je crois qu'il a le titre autour de la taille. Il pourrait gagner encore, c'est pas impossible.
Mais il est temps que Naito gagne. Et pareil, j'ai pas d'inquiétude pour la qualité du match, parce que on a vraiment deux grands performeurs, deux talents qui sont encore jeunes, qui sont à l'apogée, qui sont à leur place dans le main event. Et forcément, on va avoir un match assez exceptionnel. Ouais, c'est vraiment une histoire, comme tu disais, qui peut être, qui va rester dans les mémoires. Hein. J'ai pas souvenir de. Je ne t'entends plus. Ah, bah je t'en prie, vas-y, parle. Tu es là ? Je t'entends. Très bien. Alors, donc, je sais pas trop quand ça a coupé. Est-ce qu'on m'a entendu parler là? Oui, tout à fait, très bien. C'est mon micro qui a bugué, les soucis du direct, ça arrive. Donc, les soucis du direct. Exactement. Donc ouais, gros match. Moi aussi, je parie effectivement sur Naito, tout simplement parce que j'ai tellement envie qu'il gagne en fait. Hein, après avoir vu son passé, j'ai tellement envie de voir finir avec cette ceinture. Que après le reste de Los Ingobernables et Rapon et tous les ceintures ou pas, qu'importe. Mais vraiment Naito, oui, c'est celui que j'aurais envie de voir triompher à la fin de ce match. Donc voilà, on verra bien. Réponse le 4 janvier du coup. Juste après le nouvel an, donc Tokyo Dome, bien entendu, comme annoncé, on vous fera une vidéo débrief de tout ça, une analyse, enfin une ou deux, parce qu'il y a quand même on verra en fonction, parce que c'est quand même, il y a beaucoup de matchs. D'ici là, eh bien écoutez, n'hésitez pas, comme la dernière fois, à nous poser des questions en commentaire la vidéo YouTube de ce podcast, on y répondra autant que faire se peut. Voilà, on espère en tout cas qu'avec cette vidéo et la précédente, vous aurez tout ce qu'il vous faut pour pouvoir apprécier ce show absolument qu'on espère fabuleux, qu'on pense être fabuleux. Et d'ici là, vous nous retrouverez l'équipe de Catch-Up évidemment pour les analyses de Raw et de SmackDown, et aussi bien sûr la vidéo de fin d'année, les awards de la rédaction. On va décerner une quinzaine d'awards avec des awards classiques, le meilleur catcheuse, meilleur match, etc., mais aussi des awards plus fantaisistes que notre ami Hank a concocté pour vous. Donc ça sera le 26 à 19h, notez-le dans vos agendas. Et puis si vous n'avez pas d'agenda, si ça vous fait chier de noter, eh bien tout simplement abonnez-vous sur YouTube, et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour avoir une notification, pour savoir qu'on est en live, quand on a des vidéos qui sont postées, sur iTunes et PodCloud pour le son, bien sûr sur Twitter, sur Facebook, Catch-Up CDC pour se tenir au courant de nos différents rendez-vous. Et bien d'ici là, Ringside Sensei, une fois encore, arigatou gozaimasu. Ali gros gâteau. Ali gros gâteau, et encore merci aussi à nos habitués du chat YouTube, donc Jackie, Guillaume, Nashiki aussi qui était là, donc voilà, avec leurs questions, donc des petites questions, notamment une que peut-être les auditeurs se posent: est-ce que Chris Jericho sera à WrestleMania cette année? Et bien du coup a priori non, puisqu'il y aura une tournée concert de Fozzy, son groupe de rock, prévu à cette date-là, donc pas de Jericho. Et il a même dit récemment dans une interview: vous ne verrez pas Y2J à WrestleMania, si vous voulez le voir sur le grand stage, et bien ça sera effectivement le 4 janvier à Wrestle Kingdom 12. Donc voilà, on vous racontera tout ça avec grand plaisir. Et puis d'ici là, les petits amis, passez une excellente semaine pleine de catch. Salut. Ciao.